Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire va nous rejoindre d'ici une dizaine de minutes. Il était pris sur une manifestation. Je vous propose donc que nous commencions avec les traditionnelles questions qui nous permettent de commencer la séance. Alors, d'abord, il me faut des secrétaires de séance. Monsieur Gzel et Jackie. Très bien. Je vous remercie. Monsieur Gzel, j'aborderai le point supplémentaire après avoir le point supplémentaire que vous avez proposé après avoir posé les deux points introductifs. Approbation. Alors non, il faut d'abord que je commence par les procurations. Alors, Monsieur le maire me donne procuration jusqu'à son arrivée, évidemment. Jean-Charles Massiago donne procuration à Laurence Rochat. René... Non, Rochat. Voilà. René Chevalier donne procuration à Florence Carpetta. Philippe Soublin à Monsieur Laurent. Damien de Ségli à Aïcha Desmonaz, Inès Souissy à Philippe Mosca, Philippe Nivelle à Jackie Léger, Véronique Fressard à Stéphane Pavillet-Germanoz, Florence Capellaro à Floriane Capellaro, j'ai du mal ce soir, décidément, donne procuration donc à Daniel Gauthier, et enfin Mireille Baird, qui donne procuration à Bernard Gzel. Voilà. Je vais vous proposer d'approuver la séance du conseil municipal, le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 septembre 2018. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez des observations? Monsieur Gzel. Oui, j'ai une observation, puisque, en fait, j'ai une observation déjà générale, puisque, en fait, en tant que secrétaire de séance, c'est vrai que je regarde de près... Je rappuie. Et donc, bon, comme... j'avais échangé sur le sujet verbalement avec le directeur général des services, ce qui me gêne un peu dans les PV tels qu'ils sont faits, puisqu'en fait on avait réformé d'un commun accord, disons, la manière de réaliser nos comptes rendus dans les 8 jours, puisqu'en fait il faut qu'ils soient affichés 7 jours après la séance du conseil, et plutôt que de faire 2 documents, on n'en faisait qu'un seul qui soit synthétique. Or, effectivement, il est très très synthétique dans les versions qui nous sont proposées à la correction. Ils sont extrêmement synthétiques en ce qui concerne les différentes prises de parole. Par contre, je trouve que la présentation des sujets est beaucoup trop délayée et ne ressemble pas à ce qu'on pourrait appeler dans le jargon administratif une note de synthèse. Donc, je trouve qu'il serait plus cohérent dans l'esprit de ce qu'on avait mis au point. Il serait plus cohérent d'avoir une présentation des sujets sous forme de note de synthèse, c'est-à-dire en général c'est une demi-page, voire maximum une page. Or là, on a certains dossiers où il y a plus de 2 pages pour la présentation du sujet. C'est vrai que pour la lecture, je dirais, du citoyen lambda, c'est un peu trop délayé. Et par contre, c'est à chaque fois, souvent moi, qui suis obligé de rajouter les prises de parole qui me paraissent essentielles. Et je rajoute pas des dizaines de lignes. J'en rajoute quelques lignes qui résument quand même les prises de parole qu'il y a pu y avoir en séance. Voilà. Et notamment, sur le dernier PV, au point numéro 7, j'avais proposé qu'on rajoute mon observation concernant l'ADM assainissement. J'avais proposé qu'on rajoute, ce que j'avais dit en séance, que cette affaire de subvention pour des travaux peut être qu'en partie réalisée
ne va pas clarifier le dossier assainissement déjà fortement inquiétant suite au rapport présenté devant le conseil municipal le 12 juillet dernier. Bon, cette proposition de rajout, bon, disons, n'a pas été laissée dans le document qui est soumis aujourd'hui à l'approbation des conseillers municipaux. Ensuite de ça, bon, ce que je trouve aussi, c'est qu'on pourrait peut-être nous les transmettre, les projets de procès-verbaux, dans les 48 heures suivant le conseil, puisque je dirais qu'un procès-verbal, il pourrait être préparé presque avant le conseil. Pour la partie note de synthèse, il pourrait être préparé déjà avant le conseil, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à rajouter les éventuelles prises de parole et les votes. Et donc, je pense qu'en 48 heures, vous devriez être en mesure de nous présenter aux différents secrétaires de séance le projet de PV, et non pas la veille pour le lendemain, parce que nous, on a des documents à relire la veille pour le lendemain, puisque on est à 6 jours, et il faut qu'au plus tard, à 7 jours, ce soit affiché. Et enfin, quatrième observation, ce qui aide aussi les secrétaires de séance, c'est pouvoir écouter la cassette d'enregistrement des séances. Et là, c'est pareil, la dernière fois, elle n'était pas disponible. Elle était disponible qu'au-delà des 8 jours. Donc, évidemment, le secrétaire de séance ne pouvait pas céder de l'enregistrement pour pouvoir faire les éventuelles corrections. Voilà. Très bien. Alors, d'abord, sur la méthode, effectivement, ça a été une joute, et je vois que cette joute n'est pas close. Et une fois de plus, je me vois contraint de revenir sur les propos tels qu'on les a posés. Le compte-rendu du conseil municipal, c'est une décision qui émane du règlement intérieur. Et quand on regarde un peu ce qui se passe dans les conseils municipaux de France, et j'ai failli dire de Navarre, on a un peu tout. On a le conseil municipal exhaustif, au mot près, qui correspond à chacune des prises de parole, avec effectivement un linéaire, enfin un nombre de pièces très importantes, et ça va jusqu'au relevé de décision qui se limite finalement à la délibération et au sens du vote. Bon, entre les deux, il me semblait que nous avions trouvé le chemin avec d'une part un document qui résume. Alors, vous dites, je vous ai laissé parler, Monsieur Gzell. Vous dites que les pages introductives sont un peu trop longues. Alors, effectivement, aux yeux d'un conseiller municipal qui connaît les affaires délibérées, ça semble un peu long, voire rébarbatif. Aux yeux de tout un chacun, il me semble important d'expliquer la nature des décisions. Qu'ensuite, au niveau des prises de parole, qu'on puisse indiquer qu'un tel ou une telle a pris la parole pour donner le sens de la délibération, évidemment, ça me semble cohérent. Qu'en outre, on a rajouté les enregistrements, vous faites bien de le souligner, et que ces enregistrements sont en ligne intégralement, et que, ceci venant compléter le document papier. Et il me semblait que, cet accord-là nous permettait de sortir et de ne plus revenir sempiternellement sur cette question qui, je dois le dire, pollue nos conseils municipaux depuis maintenant quelques années. Ces enregistrements en ligne sont consultables. Aujourd'hui, tout le monde, quand il a une question, ne se reporte pas toujours sur le papier. Va sur YouTube et va écouter surtout, pas encore voir, mais va écouter la nature des échanges. Bon, donc s'agissant de votre proposition de correction au point numéro 7, j'allais dire allons-y, il n'y a pas de problème, puisque ce sont des propos que vous avez rapportés. Voilà. Hormis cette correction, est-ce qu'on peut d'autres prises de parole concernant ce compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 septembre? Très bien, je considère qu'il est approuvé. Les décisions prises par Monsieur le maire, alors, il faut que je les retrouve. Alors, nous avons 3 décisions. Une première décision du 27/09/2018, protocole d'accord avec la société CG Pub Média
pour l'implantation de matériel de communication sur le domaine public. Une décision du 8-10-2018, convention d'occupation de logement, passée avec Madame Aurélie Manelli et Monsieur Fabien Jay, appartement numéro 7, type 4, au 137 rue des Casernes. Et enfin, la décision de Monsieur le maire du 22-10-2018 d'occupation d'un logement passé avec le CHAM, appartement de type 3, au 137 rue des Casernes. Voilà pour les décisions. J'en viens, alors, avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur Gzell propose d'ajouter un point à l'ordre du jour. Il s'agit d'une motion concernant le maintien du service public du logement social. On examinera, si vous le souhaitez, Monsieur Gzell, ce point à la fin, d'accord ? Est-ce qu'en attendant, les services pourraient distribuer ? Oui, ça c'est tout à fait possible. Des copies ont été faites. Je vous laisse distribuer. Très bien. Dans l'attente, on va aborder les questions à l'ordre du jour. Le point numéro 1, je propose d'attendre que Monsieur le maire arrive pour qu'il puisse le présenter. Je vous propose de passer tout de suite au point numéro 2, acceptation des dons et legs sans condition ni charge. Florence, tu as la parole. Donc il est indiqué à l'Assemblée que les œuvres primées lors des concours organisés par le Centre culturel Moutier Culture et Patrimoine deviennent propriété de la commune, ce qui s'apparente à un don. Le conseil municipal doit accepter par délibération ce don. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter d'une manière générale les dons et legs faits à la commune sans condition ni charge et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires. Très bien, c'est une décision qui se prend en application du Code général. Les dons et legs ne doivent au préalable être acceptés par le conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations ? Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Florence. Donc, réaménagement des garanties d'emprunt de l'OPAC. Donc, tout d'abord, cette délibération est une délibération type qui a été rédigée par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, je ne vais pas vous lire l'ensemble, je pense que vous en avez pris connaissance. Simplement, je vous signale qu'il s'agit d'un prêt concernant le quartier de la Chaudanne, première tranche, d'un montant qui était de 4 578 957 et pris en 1990. Alors, ce type de décision, à titre de commentaire, vous savez, c'est à la suite de la crise des subprimes, comme on a dit. Les banques et les États ont signé des accords au terme desquels, désormais, toutes les offices HLM, en gros, qui nous demandent à nous, communes, de garantir leurs prêts, doivent désormais nous informer de la nature des engagements qu'ils ont pris, la durée et éventuellement des renégociations. Et c'est ce qui se passe. L'OPAC de la Savoie est un office HLM très vigilant, qui fait une gestion active de sa dette. En clair, les emprunts qu'ils contractent chaque année, ils examinent la situation de leurs emprunts aux yeux des marchés et voient s'il y a lieu de les substituer à d'autres emprunts qui leur coûteraient moins cher. Tout ça dans l'objectif, et vous voyez que M. Gzell, on arrive à votre point final, tout ça dans l'objectif de permettre de dégager de l'autofinancement et de, derrière, à partir de cet autofinancement, d'engager de nouveaux travaux. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé de ce retard. Merci d'avoir démarré les travaux comme nous en étions convenus. Il faut qu'on vote là, Florence, c'est ça ? Voilà, très bien. Oui, Daniel ? Oui, j'ai des observations sur pour le prêt, parce que c'est dans le cadre de la loi Elan.
Et donc, c'est une compensation de l'État pour sur l'imputation des budgets des offices. Et donc c'est intéressant d'avoir le report pour du prêt. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. C'est intéressant d'avoir le report, mais par contre, on reporte la dette pour d'autres générations. Voilà. Donc, on va s'abstenir pour ce point-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Juste ajouter qu'effectivement, c'est en lien avec le projet de motion qui a été rajouté à l'ordre du jour, où on voit bien qu'en réalité, c'est un ensemble de mesures prises par l'État qui vont mettre en difficulté les offices HLM, enfin les bailleurs sociaux, comme on les appelle. Très bien, je mets donc aux voix ce point. Est-ce qu'il y a des oppositions ? J'ai noté 3 abstentions, j'imagine, voilà. Je vous remercie. Florence, on poursuit. Donc, convention de comaîtrise d'ouvrage portant transfert de maîtrise d'ouvrage du syndicat départemental d'énergie de la Savoie à la commune. Donc, il est exposé au conseil municipal qu'un programme d'enfouissement des réseaux de distribution publique d'électricité a été réalisé dans le cadre de l'opération intitulée Secteur Avenue des Salines Royales, réseau donc basse tension et de 30 mètres linéaires. Le maire rappelle la signature entre la commune et le SDES le 18 mars 2014 d'une convention dite de comaîtrise d'ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES, validée par délibération du bureau syndical du 7 octobre 2014, s'applique à 60% sur le montant estimé retenu de l'opération de 6 904,35. Aussi, en l'absence dans la convention dite de comaîtrise d'ouvrage initiale de dispositions précises concernant la répartition de la prise en charge financière de l'opération par chacune des deux parties, les modalités de versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la TVA afférente, obligent à signer un avenant à la dite convention initiale, portant transfert de maîtrise d'ouvrage du SDES à la commune. Aujourd'hui, les travaux sont terminés et le décompte de l'opération concernant l'enfouissement du seul réseau de distribution publique d'électricité basse tension s'élève à 8 373,68 €, soit 21,28% par rapport à l'estimation. Il est donc proposé au conseil municipal de proposer au SDES de signer l'avenant à la convention initiale de comaîtrise d'ouvrage pour l'enfouissement du seul réseau de distribution d'électricité, d'autoriser le maire à signer l'avenant précité, ainsi que tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette opération. Donc vous avez une fiche qui vous récapitule les données financières. Donc je vais vous les citer rapidement. Donc le montant éligible maximum délibéré par le SDES est de 6 904,35 €, donc subventionné à un taux de 60%, ce qui nous fait 4 142,61 €, avec un remboursement de TVA en totalité pour 1 674,73 €, donc le SDES doit nous reverser 5 817,34 €. Merci Florence. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des remarques ou des questions ? Un sujet qui nous a précédé. Oui, Stéphane ? Oui, je voulais juste savoir, c'était en lien avec la construction du pressing ou pas ? C'est pas sur ce point-là ? Ah non, ça n'a absolument rien à voir. Ça renvoie de manière exclusive au chantier de mise en souterrain de réseau qui a été réalisé dans l'avenue des Salines en 2012. 14. Oui, enfin, les travaux, ils n'ont pas été réalisés en 14, mais la convention, en tous les cas, elle date de ce moment-là. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Florence, on poursuit. Donc, contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale. Donc, depuis plusieurs années, une ligne de trésorerie a été mise en place avec une échéance en octobre. Afin de permettre un paiement des factures dans les délais et d'éviter les intérêts moratoires, le choix d'une deuxième ligne de trésorerie a été fait au mois de juin. Elles permettent donc, ces deux lignes de trésorerie, une avance de fonds dans l'attente du recouvrement des recettes prévues au budget et garantissent une souplesse de gestion. Après consultation de plusieurs banques, il est proposé au conseil municipal de conclure le contrat de ligne de trésorerie avec la Banque Postale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Donc il y a plusieurs banques qui ont été consultées, je les rappelle, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Banque Postale et la Banque Populaire. Le plafond maximal de la ligne s'élève à 300 000 pour une durée de 12 mois.
Les conditions sont les suivantes. Le taux d'intérêt est l'éonia, plus une marge de 0,72% l'an. En tout état de cause, et quel que soit le niveau de l'index d'éonia, le taux d'intérêt appliqué ne sera jamais négatif. À titre d'information, l'éonia au 23 octobre est de moins 0,369%. Donc, dans cette hypothèse d'un index éonia négatif, l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée ci-dessus. Le paiement des intérêts et de la commission de non-utilisation est trimestriel. Le capital est remboursable à tout moment et au plus tard à l'échéance finale. La commission d'engagement est de 400 €, payable au plus tard à la prise d'effet du contrat. La commission de non-utilisation est de 0,10% du montant non utilisé, payable à partir de la date de prise d'effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8e jour ouvré du trimestre suivant. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le contrat de ligne de trésorerie avec la banque postale dans les conditions définies ci-dessus et d'autoriser le maire à le signer et à le mettre en œuvre cette décision. Pour rappel, la ligne de trésorerie qu'on avait votée en juin était avec la caisse d'épargne. Le taux était de l'éonia plus 0,76, commission d'engagement 600 et pas de commission de non-utilisation. Voilà. On est là sur des grands classiques. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Je n'en vois pas. On va donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Florence, on poursuit. Donc, c'est une délibération qui revient devant le Conseil parce qu'en fait, nous avons voté les tarifs de la taxe de séjour et les services de l'État nous ont indiqué qu'il convenait de revoir les tarifs liés aux palaces et hôtels 4 et 5 étoiles parce qu'ils impactent le plafond des établissements non classés. Donc, de nouveaux tarifs conformes vous sont donc proposés ce soir et ces tarifs ont été vus en commission de finances. Donc, pour les palaces, on vous propose un taux de 2 €. Pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, 1,50 et les touristes 4 étoiles, 1,15. Donc, en sachant que on a fait l'intermédiaire, en gros. Donc, et puis tous les autres tarifs sont à l'identique. Voilà. Donc une délibération de principe à la demande des services et qui n'a pas d'incidence sur la délibération que nous avons prise il y a un mois ou deux. Voilà, je peux apporter une autre précision. Oui, une précision de Florence et la parole sera à Bernard. Oui. Je crois qu'il avait été demandé des précisions concernant le pourcentage pour tous les hébergements qui sont en attente de classement. Donc je vais simplement vous dire un peu le calcul, comment il est fait. En fait, quand un logement Airbnb est loué, alors admettons à 600 €, il y a 4 personnes à l'intérieur, donc ils ramènent ça à la nuitée, ça fait 150 €, auquel on applique le taux que nous avons voté. Et le plafond, c'est la taxe de séjour concernant le plus fort taux du tableau. Donc ça sera limité à 2 € par nuitée et par personne. Bernard. Oui, alors je vois que le texte qui nous est proposé, le texte de présentation, qui est différent de ce que vous avez dit, Madame Scarpetta, est exactement le même que celui que nous avions eu au précédent conseil municipal du 20 septembre. Et je me rappelle que nous vous avions posé la question d'explication de la cohérence par rapport effectivement aux 3 premières lignes de taux qui nous semblaient pas cohérentes. Vous nous aviez répondu que ça n'avait aucune importance puisque nous n'avions pas d'établissement de ce type-là. Alors certainement qu'effectivement vos services ont manqué d'investigation sur le sujet avant le conseil municipal du 20 septembre, ce qui nous fait qu'on recommence ce soir. Simplement, je noterai que ça montre peut-être une fois de plus que nous manquons un petit peu de capacité en matière grise dans notre collectivité. Vous avez supprimé un certain nombre de postes de cadres, vous avez divisé un directeur en deux entre la communauté de communes. Il a un cerveau pour la communauté de communes et un cerveau pour la commune. Donc effectivement, ce manque de matière grise, je fais exprès de parler de matière grise parce que ça me rappelle le mandat précédent. Et au cours du mandat précédent, j'avais soutenu une proposition à l'époque du maire de l'époque, du conseil de la majorité de l'époque pour embaucher un cadre supplémentaire au niveau de la collectivité. Et un des membres de la majorité s'était opposé en fait à cette création de postes de cadre. Et j'avais dit à l'époque que effectivement nous avions besoin
de matière grise dans cette commune. Depuis, non seulement on n'a pas créé de postes, mais on en a supprimé un certain nombre, et effectivement, je pense que ça génère quelques petits couacs. Alors, simplement, en termes de futurs... concernant la correction, les corrections éventuelles sur le procès verbal, je propose qu'il y ait une note de synthèse et qu'on recopie pas les 3 pages qui nous sont proposées ce soir, qu'il y ait une petite note de synthèse qui résume à peu près dans l'esprit de ce qu'a dit Madame Scarpetta, qui résume le sujet, qui permette de voir surtout la différence qu'il y a par rapport à ce qu'on avait voté le 20 septembre. J'avais aussi rajouté que comme il n'y avait pas eu de commission de finances, les taux, on avait laissé les minimums. C'était aussi une des raisons. Alors, Et entre-temps, nous avons eu une commission de finances auquel les tarifs ont été proposés. s'agissant de Monsieur Gzell, s'agissant de la remarque sur le personnel, d'abord, moi, je tiens d'abord à souligner le travail précieux de nos collaborateurs, qu'ils soient cadres ou non dans cette collectivité. Qu'ensuite, vous dire que vous louez le manque de cadres dans cette collectivité, moi je dis que notre collectivité évolue avec son temps. Que cette évolution, elle s'articule autour de 2 axes. D'abord, vous l'avez subrepticement mentionné, la mutualisation. Effectivement, nous avons fait le choix, un choix assumé, de mutualiser le poste de directeur général, mais pas que. Beaucoup de postes aujourd'hui sont mutualisés. Nous avons pris le virage de l'intercommunalité. Nous l'avons anticipé et nous l'avons pris. Parce que nous considérons que Moutier n'est pas une commune comme les autres sur le territoire de l'intercommunalité. Moutier est la commune bourg-centre. Que dès lors, lorsque nous mutualisons sur nos bâtiments, lorsque nous mutualisons notre directeur général ou d'autres services, on considère que ça fait gagner tout le monde, y compris le contribuable à l'arrivée. D'une part. Et que d'autre part, c'est un choix qui est tout à fait assumé parce qu'effectivement, en mutualisant et en diminuant la masse salariale, ça nous permet de beaucoup plus investir. Et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à lever les yeux autour de l'hôtel de ville, la commune investit. Et la commune investit beaucoup. La commune réalise des investissements historiques pour rappeler le caractère central et rappeler l'attractivité de notre commune. Donc voilà, je vous rappelle simplement les choix qui sont les nôtres. C'est pas des choix qui sont faits comme ça au gré du vent. Ce sont des choix qui sont réfléchis, assumés, et que derrière, il y a une sécurité juridique qui tout au long de nos décisions est assurée. Et qu'au-delà de nos agents, il y a aussi des élus qui veillent à ce que cette sécurité juridique puisse toujours être assumée. Bien, je vais donc mettre aux voix ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient, Florence, à la décision modificative du budget principal pour commencer, et on enchaînera sur l'assainissement. Je rappelle que ça fait suite à la commission de finances, à laquelle les 3 groupes étaient représentés de mémoire, et que le travail de fond s'est fait à ce moment-là. Donc on est à la présentation de cette DM, chaque groupe ayant dû travailler au fil de l'eau. Donc c'est justement ce que je voulais rappeler, c'est que vous avez été tous destinataires d'un compte-rendu de la commission des finances du 9 octobre. Et dans ce compte-rendu était expliqué en fait toutes les décisions modificatives. Il est très explicatif. Donc je vais pas vous réexpliquer tous les postes. Alors je sais pas si je vous lis tous les montants, etc. Mais je reste à votre disposition. Et donc si vous avez des questions sur les je suis sur les articles ou sur quelque chose, je suis à votre disposition. En vous rappelant bien que sur le compte-rendu de la commission des finances, tout est expliqué. Est-ce qu'il y a des remarques particulières, Bernard? Oui. Oui,
On a effectivement reçu le compte-rendu de la commission des finances, et d'ailleurs je m'aperçois qu'il y avait très très peu de présents, puisqu'en dehors du maire et de l'adjointe aux finances, il n'y avait que 3 conseillers municipaux présents. Donc j'imagine que les autres ont travaillé chez eux. On fait comme vous, en fait, si vous voulez. Enfin, j'espère que vous faites comme nous, plutôt. Il y a les commissions, il y a la municipalité qui travaille, et qui travaille sur des sujets propres à la municipalité, et qui travaille sur des sujets, on va dire, du ressort du groupe. Donc, effectivement, la décision modificative, comme les autres sujets, d'ailleurs, feront l'objet d'échanges entre nous, et dans le cadre des travaux de chaque groupe. Voilà. Après, la commission des finances, elle fait son travail, mais comme elle le fait à chaque fois, avec d'ailleurs, en gros, une présence qui est liée aussi à ce qui se passe par ailleurs sur le territoire. Il y a 15 ans, effectivement, quand on était un élu municipal, on allait au conseil municipal et de temps en temps en commission. Aujourd'hui, on va aux réunions de tous les organes auxquels on est associé, parce qu'on sait très bien que la vie municipale, aujourd'hui, elle se fait pour beaucoup en dehors de ce qui se passe à la mairie, intercommunalité et tous les rayonnements de la Comcom et du territoire. Et puis, chaque groupe est, je crois, porteur quand même des volontés de débattre sans qu'il soit représenté par un socle d'une quantité d'élus. Ce qui compte, c'est que les échanges puissent se tenir. Et je crois qu'ils se sont bien tenus, d'ailleurs, le soir de cette commission. Excusez-moi, monsieur le maire, je n'avais pas fini mon propos. Donc, effectivement, je faisais un commentaire sur le nombre de présents à la commission des finances. J'ajouterais que, pour commenter ce que vous venez de dire, qu'à ce moment-là, pour simplifier les choses, on pourrait faire un conseil municipal avec 3 personnes. Je ne pense pas que ce soit démocratiquement. Je crois que vous mélangez un peu tout. De cette manière-là, je crois que vous mélangez un peu tout. Les choses. Je voulais juste continuer parce qu'effectivement, j'ai quand même, malgré tout, mais malgré la présence d'un de nos associés à cette commission, j'ai quand même quelques questions à poser en séance du conseil municipal. Et dont j'ai pas eu la réponse en lisant le compte-rendu de la commission des finances. Donc, concernant les dépenses d'investissement, est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi correspondent les moins 15 000 euros sur la cité scolaire d'Arantasia, à quoi correspondent les plus 125 000 euros de voirie, les moins 16 000 euros en mobilier, outillage, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un projet qui avait été prévu qui n'est pas réalisé, est-ce que vous pouvez nous préciser lequel, les plus 26 000 euros en divers, les plus 43 500 euros en passerelle de la Chaudane et les plus 90 600 euros donc en subvention d'équipement aux personnes de droit privé. Excusez-moi, j'ai besoin quand même d'avoir ces précisions-là en séance. La première question concerne quoi? L'espace, la cité scolaire d'Arantasia. Il s'agit en fait de différents travaux, comme par exemple l'installation des vidéoprojecteurs à hauteur de 7 400 euros qui sont passés en fonctionnement. Donc on a un crédit qui se dégage. Il y a eu aussi les vidéoprojecteurs. Oui, ceux qui sont installés, qui ont été installés dans les écoles. D'accord. Voilà, donc ça c'est des installations, ils sont passés en fonctionnement. Et on a la même chose sur la mise aux normes des coffrets, ça a été intégré en fait dans d'autres travaux, donc du coup ce crédit n'a pas lieu d'être maintenu. Donc on devait changer d'étape pour les écoles et en fait les services ont eu une super opportunité, c'est-à-dire un dégagement de stock, ce qui fait qu'on avait prévu 2 000 euros et on a dépensé que 100 euros. Voilà, donc c'est en fait un ensemble de petites choses qui fait qu'on arrive à ce montant-là. Après, vous aviez demandé les 125 500. Donc, c'est écrit dans le compte-rendu, hein, la recette et la dépense pour les travaux du pont Mézel doivent être inscrites au budget. Ce sont des travaux, c'est un rééquilibrage de ce qu'on doit payer pour le pont Mézel. Donc, et comme, en fait, cette partie, nous devons payer, enfin, on doit payer la totalité. Donc, ce qu'on avait prévu au budget, c'était que notre quote-part. Donc là, on doit payer la totalité et après, on demande le remboursement à la Comcom. Donc, dépenses-recettes et ça n'impacte rien au niveau du budget.
excusez-moi, je vais préciser ma question. Est-ce que ça veut dire que l'équilibre financier du pont Mézel a changé ou pas? Pas du tout. En fait, oui, il y aura un petit surplus, mais l'ensemble, dans l'ensemble, l'équilibre ne sera pas modifié. On espère que l'équilibre du pont sera assuré. Surtout sans pilier. N'est-ce pas? Donc, au niveau de... Qu'est-ce qu'après vous avez demandé au niveau du matériel? C'est effectivement du matériel qui avait été budgété, qui n'a pas été retenu cette année. Lequel? C'était... On a très peu de commissions des travaux. Alors, c'est un poste qu'on avait mis matériel voirie. Donc, je peux pas lui... Il n'était pas Il précisé. n'est pas identifié. C'est l'adaptation du poste. Ah, j'ai cru que c'était un véhicule qui était prévu. Non, pas du tout. Le véhicule, on a fait ce qui était prévu. Pas du tout. L'opération passerelle de la Chaudane, ça correspond à un point, ce qu'on a lancé, oui, ça a été délibéré au conseil municipal. Le maîtrise d'œuvre. Voilà. Au niveau de... Donc, votre autre question, c'est... Subvention. D'équipement. Bon, alors, les subventions d'équipement, ce sont tout ce qui est ravalement de façade et FISAC. Ravalement de façade, on en a eu plus que prévu budgétairement, et au niveau du FISAC également. Donc du coup, on est obligé d'abonder, de mettre des crédits sur ce poste. Donc c'est quelque chose de positif pour la commune, puisque la commune s'embellit et que dans le cadre du plan FISAC, on arrive à utiliser tous les fonds qui étaient prévus. Voilà. Simplement pour dire que nous avons mis un budget un emprunt supplémentaire de 43 500. C'est uniquement un emprunt d'équilibre qui compense en fait la maîtrise d'œuvre de la passerelle de la Chaudane. À savoir que normalement cette passerelle devrait être financée par la vente de la dalle de la Chaudane, et donc cet emprunt ne devrait pas être concrétisé. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette décision modificative du budget principal? Je n'en vois pas, je vais donc la mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en compte donc 3. Je vous remercie. On enchaîne avec le budget de l'assainissement, c'est plus maigre en volume. Lors du budget primitif, les crédits d'investissement étaient prévus au chapitre 23, immobilisation en cours. Les travaux réalisés ne faisant l'objet de mandatement que sur l'exercice 2018, il convient de modifier le chapitre d'imputation budgétaire. Donc, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée délibérante de voter les crédits suivants. En dépenses d'investissement, 60 000 € en installation matérielle et outillage et réseau d'assainissement. Donc c'est simplement l'article qui change, 60 000 €. Donc il n'y a pas d'impact sur l'équilibre budgétaire. Donc dans les 60 000 €, en fait, il est prévu la somme principale qui va être dépensée, c'est le dévoiement du pont Benzel, autour de 39 000 €. Et 60 000 €, c'est au cas où il y a des imprévus jusqu'à la fin de l'année. Les travaux du pont étant en incidence du chantier principal, naturellement. Est-ce qu'il y a des questions? Bernard. Oui, concernant l'assainissement, je voudrais savoir, donc, compte tenu des informations graves dont on a eu connaissance au mois de juillet, est-ce que vous avez mis en place, disons, déjà une méthode de travail, une programmation, puisqu'en fait, on a un DM qui est d'un petit montant, mais il y a des choses beaucoup plus importantes, évidemment, qui sont à prévoir. Et donc, est-ce qu'au niveau, par exemple, de la maîtrise d'œuvre, il y a quelque chose de prévu? Parce que tout à l'heure, je parlais du niveau d'encadrement dans la commune, et je voudrais savoir où on en est par rapport aux éventuelles mutualisations de cadres qui existaient jusqu'à présent en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Donc, où on en est de ce point de vue-là? Est-ce que vous pouvez informer l'Assemblée municipale sur le sujet? Et donc, qui prépare l'énorme chantier qui est devant nous concernant l'assainissement?
Alors, sur ce sujet de l'assainissement, où je serai assez bref ce soir, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir d'ici la fin de l'année, simplement vous dire qu'on a poursuivi nos échanges avec le cabinet ICO que vous avez vu ici, en la personne de Valentin Claes, que ça se fait dans le cadre d'une démarche, ne vous en déplaise, de mutualisation avec le syndicat d'assainissement, et que nous avons vu à 2 reprises déjà les services de l'État, renforcés d'ailleurs lors de la dernière rencontre par l'Agence de biodiversité. Donc on poursuit tant sur une approche globale que sur quelques éléments de détail qui peuvent d'ores et déjà être engagés, c'est-à-dire que nos équipes sont intervenues sur des petits sujets, voilà, et donc on poursuit sur l'ensemble. On a sur l'approche d'ensemble, et pour répondre précisément à vos questions, des rendez-vous qui doivent se finaliser avec ICO dans les semaines qui viennent, et on pourra, avant la fin de l'année, j'avais dit courant novembre, ce sera peut-être début décembre, en tous les cas avant la fin de l'année, vous présenter le plan pluriannuel d'investissement que l'on va mettre en œuvre sur cette question de l'assainissement, et la méthode, c'est-à-dire les moyens humains et les accompagnements techniques que nous allons mobiliser pour pouvoir relever le défi de cette mauvaise nouvelle. Excusez-moi, donc concernant justement ce sujet-là, est-ce que vous êtes toujours d'accord sur le principe que cette question de l'assainissement comme de l'eau doit rester sous forme de régie et non pas sous une forme de délégation à un secteur privé ? On parle de plusieurs sujets en même temps, là. Il faudrait pas tout mélanger. Mais non, faut pas tout mélanger. Je veux dire, la question de ce chantier, elle n'est pas liée aujourd'hui à un choix de gestion ou d'intervention sur nos réseaux. On va d'abord regarder tout ce qui est à faire pour qu'on retrouve la conformité. On va regarder comment on est capable de le financer et donc quels moyens on peut mobiliser de manière à soutenir nos investissements. Et c'est là où les décisions pourront se prendre. Mais vous savez très bien comment on travaille aujourd'hui et on a une approche qui est totalement objective et transparente sur ce sujet-là. Donc quand bien même il faudrait changer de braquet, eh bien on aura l'occasion de se voir. Mais c'est pas le sujet d'actualité. C'est pas du tout le sujet d'actualité. Noir. Sur la question de l'eau et l'assainissement, effectivement, je suis d'accord avec M. le maire, et ce n'est pas du tout le sujet, là. Aujourd'hui, il s'agit de détecter les points de faiblesse, chiffrer les travaux à réaliser, et puis ensuite voir qui va les réaliser. Est-ce que les services communaux peuvent les réaliser ? Oui, non. Est-ce qu'on peut lancer un marché public en vue de faire réaliser ces travaux par des entreprises ? C'est ça, c'est tout simple. On n'est pas du tout sur la délégation de l'eau, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Sur l'assainissement, vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas, la station en elle-même est déléguée aujourd'hui à Veolia, qui l'exploite sur un marché qui a été passé, enfin sur une procédure qui a été passée maintenant il y a quelques années et qui a été plutôt bien passée, je peux vous le dire, par feu René Ramaglia, qui était le président. Aujourd'hui, Veolia se plaint de perdre énormément d'argent sur le contrat de délégation de service public. Alors évidemment, si on les écoute, sauf que nous corrélons ces demandes avec un bureau d'études qui nous suit, un assistant à maître d'ouvrage, qui nous confirme qu'effectivement, le contrat, tel qu'il a été signé par René Ramaglia, est un contrat déficitaire de la part de Veolia. Et il va de soi qu'on ne va pas le renégocier. En tout cas, ce n'est pas la volonté aujourd'hui. Merci de ces précisions. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas évoqué cette difficulté rencontrée sur nos réseaux pour avoir l'idée de faire un coup de par derrière. Enfin, il faut être très clair. Voilà. S'il était utile de le préciser. Bien. Est-ce que sur cette décision modificative du budget de l'assainissement, il y a d'autres remarques ? Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie.
Vous avez dû, en mon absence, glisser sur le premier point de l'ordre du jour, qui est une convention de partenariat et de services communs entre Cœur de Tarentaise et la commune de Moutier, concernant la mise à disposition de l'Office du tourisme. Donc, je me permets d'y revenir maintenant, pour vous dire que, là encore, il s'agit effectivement de mutualisation avec... un partage de compétences des équipes de Cœur de Tarentaise Tourisme, l'Office de tourisme, pour nous accompagner sur un certain nombre de missions de la mairie. Que le temps agent mis à disposition est plafonné à 30% d'un équivalent temps plein et qu'il devra être prochainement complété par 20% supplémentaires, ce qui doit nous conduire à 50% d'un ETP de l'Office de tourisme qui intervient pour des missions de la mairie. Est-ce qu'il y a sur ce sujet, cette mutualisation complémentaire, des remarques ou des questions? Je n'en vois pas, je vais donc mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je donne la parole à Laurence Rochat concernant un très joli sujet qui est une convention orchestre à l'école. Oui, donc en partenariat avec la communauté de communes Cœur de Tarentaise et puis donc l'école de musique, l'école d'Arantasia va bénéficier d'heures d'enseignement de l'école de musique afin de démarrer un programme d'une classe orchestre. Donc c'est la première année, puisqu'avant ça se faisait à Pomblières et donc à Pomblières ça s'arrête. Et on démarre sur Moutier. Donc c'est un programme au demeurant qui est à l'essai cette année, fort sympathique. Donc dans la convention, vous avez vu que ça concernait 26 enfants par contre. Donc ce sera les enfants des classes de CM1. Donc ils auront droit à 1 heure d'enseignement pur les lundis à partir de la rentrée là jusqu'à la fin de l'année. Il y aura une restitution qui est prévue en fin d'année. Bon voilà, après les enfants vont apprendre à se servir des instruments. Ils ne feront pas forcément du solfège parce que c'était un petit peu compliqué, il n'y avait pas assez d'heures. Donc ils feront essentiellement ils apprendront à utiliser les instruments. Voilà. Merci. Et on va juste préciser que pendant ce temps-là, vu que ça concerne les CM1, les CM2 feront une activité ludique. Ils feront du scratch, pour ceux qui connaissent, et de la programmation informatique. C'est la complémentarité. Merci Laurence de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions ? Oui, un montant que vous avez dans le rapport qui est de 7 200 €. 7 020 €, j'ai le tiercé dans le désordre, pour l'année scolaire. S'il n'y a pas de remarques, je vais mettre le rapport aux voix. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Ça contribue au chantier de l'attractivité de notre école que nous avons engagé. Florence, il y a longtemps que tu n'avais pas parlé, donc c'est le point 10 qui revient vers nous pour les aides directes en lien avec la région. Donc, lors de sa séance du 29 mars 2018, la commune de Moutier a conventionné avec la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de permettre l'institution d'un dispositif d'aide régionale, directeur régional. Aussi, dans le cadre de la politique menée par la municipalité en faveur de l'attractivité du territoire, Monsieur le maire avait proposé que la ville de Moutier puisse bénéficier de ce dispositif et ainsi permettre aux petites et moyennes entreprises de la commune de réaliser des travaux pour l'amélioration de leur vitrine, accessibilité ou sécurisation de leurs points de vente. Ces aides sont de 20% avec une contrepartie minimum de la ville de 10%. Il est précisé que le plancher de subvention communale est fixé à 1 000 €, le plafond à 5 000 € qui correspond à un maximum de 50 000 € de dépenses hors taxes. Donc jusqu'ici, ces aides étaient intégrées dans le dispositif FISAC en cours et ont permis à la ville d'en faire bénéficier les entreprises sans verser de participation complémentaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on arrive à la fin des fonds FISAC
qui étaient intégrés dans l'opération urbaine collective. Donc la contribution était de 13,9% et à 15% selon le type de dépenses envisagées. Donc 15% c'était pour l'accessibilité. Or, le dispositif a eu beaucoup de succès et de gros dossiers sont venus consommer l'intégralité de l'enveloppe FISAC. Aussi, afin de poursuivre sur la dynamique engagée, il est proposé au conseil municipal de voter une participation communale à hauteur du taux minimum d'intervention de 10%, ouvrant droit au dispositif d'aide régionale, déjà en cours, et d'inscrire les crédits nécessaires à sa mise en œuvre. Il est proposé également d'approuver le projet de règlement type joint à la présente délibération, qui vient définir les conditions d'octroi de ces aides. À ce titre, il est également demandé au conseil municipal de charger le maire de l'exécution de cette décision, et notamment en consignant les règlements d'attribution des aides avec les entreprises. Il est précisé qu'une enveloppe annuelle sera votée chaque année lors du vote du budget. Merci Florence. Est-ce qu'il y a sur ce rapport qui s'inscrit dans le prolongement finalement des décisions antérieures des remarques? Bernard. Oui, alors ça aurait été bien d'avoir peut-être quand même un bilan, parce que nous autres conseillers municipaux, nous avons, enfin, moi à ma connaissance, j'ai pas de bilan de ces différentes aides déjà versées. Bon, on n'a pas la liste des entreprises bénéficiaires, mais surtout on n'a pas de chiffres. Combien d'entreprises, pour faire quoi, etc. Donc, et puis comme il n'y a jamais de réunion de la commission économique, jamais, effectivement, on n'a pas l'occasion d'échanger sur ces sujets en dehors de cette assemblée. Donc, est-ce que vous pourriez nous fournir ces bilans? J'imagine qu'il y en a eu de fait, ne serait-ce que pour les cofinanceurs, l'État au titre du FISAC, il y a forcément eu des comptes rendus de fait, des synthèses de fait. Il suffirait simplement de nous les partager. Ensuite, j'avais également... peut-être de mémoire, vous pourrez nous dire quels sont justement quelques-uns des dossiers les plus significatifs qui ont pu être aidés grâce à ce dispositif. Et puis, j'essaie de comprendre quelque chose. Quand on écrit contrepartie minimum de la ville de 10%, et plus bas on dit que on s'engagerait dans la nouvelle convention à financer au minimal à 10%. Est-ce que la question que je me pose, c'est pourquoi il faut redélibérer si c'est la même chose qu'avant? C'est-à-dire que si c'est dans la continuité qu'avant, pourquoi il faut redélibérer? Et qu'est-ce que veut dire ce minimum? Est-ce que ça veut dire que ça peut être des fois plus que 10%? Et qui décide? En fait, je vous rappelle simplement le vote qu'on avait fait le 29 mars 2018 où vous aviez les explications. Sauf qu'à ce moment-là, l'aide, le minimum était de 10% toujours, mais comme on intégrait ces fonds dans le fonds FISAC et que le fonds FISAC était supérieur, notre contrepartie, elle était d'office en fait. Sauf que maintenant, les fonds FISAC s'arrêtant, donc on est obligé de porter des crédits supplémentaires sur une ligne pour les dossiers qui viendraient à venir, qui demanderaient cette aide régionale. Donc le montant minimum n'a pas changé par rapport à ce qu'on a voté au 29 mars, simplement que maintenant, il faut prévoir des crédits. Voilà pourquoi on vient redélibérer devant le Conseil. Est-ce que ça veut dire que parfois le taux de subvention peut être supérieur à 10%? Qu'est-ce que ça veut dire ce minimum en fait? Oui, comme dit M. le maire, c'est le principe qui est de 10%. Pour pouvoir bénéficier du dispositif, il faut que la collectivité s'engage à minimum 10%. Et c'est la rédaction qui est attendue par la collectivité régionale, c'est qu'on dise minimum 10%. Or, on fait ce qu'on nous demande, et ce sera chez nous de 10%. Transmettre les informations sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors simplement, je ne vais pas vous transmettre les informations et vous donner des noms ce soir, d'autant plus que certains dossiers ont été approuvés en copie de l'opération urbaine collective, auxquels les différents partenaires qui sont les chambres de commerce, qui sont l'État et la commune et la fédération des commerçants participent et donc voient les dossiers, les valident après étude des dossiers par la chambre de commerce, entre autres. Donc des dossiers sont en cours, c'est-à-dire ne sont pas encore en règlement, mais ont eu une réponse positive pour leur financement. Et donc, on fera un état des lieux d'ici la fin de l'année, puisque l'opération se termine en avril 2019 et que sur le mois de décembre, on aura l'occasion de faire un petit topo de tous les crédits qui ont été utilisés et
et le type d'entreprise, mais bon, les noms, je ne les dirai pas en conseil municipal. Donc pour faire simple, vous aurez un bilan tel que vous le souhaitez avec des masses en fonction de la typologie et des activités accompagnées et des travaux réalisés, enfin des investissements accompagnés. Je vais donc mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, nous continuons. On revient au point 11. Oui. Ça ne change pas le vote, hein, c'est simplement une question de principe. À partir du moment où il y a une subvention communale, il n'y a pas de raison que ce soit confidentiel. Je veux dire, tout ce qui est subvention communale peut être connu au moins de conseillers municipaux. Je veux dire, c'est pas. Oui, mais ça n'a pas chose... sa place en séance. Non, mais je suis d'accord, pas en séance, mais je veux dire, c'est pas confidentiel. On est d'accord. On en vient donc au point 11, concernant la passerelle SNCF dont on parlait tout à l'heure. Vous vous souvenez que le 20 septembre dernier, on a retenu l'offre du groupement qui était candidat pour un montant de 35 000 €, soit une rémunération au pourcentage de 14%. Ce groupement a commencé à travailler et on a souhaité ajouter 2 missions complémentaires, une mission OPC, organisation, pilotage et coordination, et une mission SSI, système de sécurité incendie. On a du coup consulté de manière complémentaire pour ça et apporté les 2 missions qu'on vous propose de retenir ce soir. OPC pour 5 250 € hors taxe, SSI pour 600 € hors taxe, et ce qui fait que ça nous porte la rémunération au pourcentage de 16,34%. C'est pas mal, mais il y a peu de monde sur le marché. Donc en réalité, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Voilà, tout à fait. Voilà, donc je vous soumets cette proposition que je vous remercie par avance d'accepter pour qu'on puisse avancer. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas spécialement. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient à la salle des fêtes. On parle à chaque conseil municipal de la salle des fêtes. Je donne les éléments sous l'œil avisé de Fabienne qui suit ce chantier. Vous vous souvenez qu'au dernier conseil municipal au 2 septembre, on avait 2 lots complémentaires qui restaient à attribuer. Fabienne, le 6 et le 8. Le 6 étant les faux plafonds et le 8 étant les carrelages de mémoire. Sur le lot 6, nous proposons de retenir l'offre de Gastini. Vous vous souvenez, on avait dû vérifier les histoires de fiches techniques, etc., qui ont donné raison à l'offre de Gastini qui est la moins disante. Et s'agissant du lot numéro 8, donc les aspects de carrelage, on a souhaité reconsulter pour notamment la fresque de l'entrée, enfin le hall, où on proposait une reprise plutôt qu'une couverture de cette fresque par un matériau nouveau. Après ce complément d'examen, l'entreprise qui reste la mieux disante et moins disante est l'entreprise Mignola. Voilà. Donc nous vous proposons de retenir ces 2 lots qui nous permettent du coup d'avoir complété, Fabienne, la totalité des lots ? Tout à fait. Ouais. La totalité des lots, très bien. Chantier qui se déroule d'ailleurs dans de bonnes conditions, avec toujours des surprises parce qu'on est dans l'ancien, mais globalement qui se déroule dans de bonnes conditions et conformément au calendrier que nous avions préalablement défini. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet ? Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre ce rapport à vos voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Stéphane, je l'attendais et je vous remercie. On en arrive, Bernard, au point que vous avez souhaité que nous intégrions et qui est bien légitime concernant cette question du maintien du service public du logement social. C'est un rapport que je vais vous laisser présenter et sur lequel, je le dis par anticipation, je n'ai pas de remarques de reformulation comme on a pourtant l'habitude de le faire lorsque les groupes interviennent de manière dissociée. Et donc, c'est un rapport, après que vous l'ayez présenté, que je présenterai à l'ensemble de notre Assemblée sans remarque particulière, en tous les cas de ce que j'ai vu écrit. Après, si la parole est conforme à l'écriture, il n'y aura pas de remarque particulière de rédaction adaptée.
Bernard. Oui, alors en fait, je vais laisser Daniel Gauthier présenter le sujet puisque c'est un peu sa spécialité. Vas-y, Daniel. Merci. Donc, c'est la motion pour le maintien du service public ou du logement social. Donc, en France, actuellement, 2 millions de personnes ne sont pas logées et 10 millions le sont dans des conditions de mal logement. Cette situation intolérable ne va pas s'améliorer dans les années à venir, notamment pour des raisons suivantes. La retenue de 5 € par mois pour tous les allocataires des aides personnelles au logement, ALS, ALF et APL, dès le 1er octobre 2017, ce qui pénalise toutes les personnes modestes et vivant dans la précarité. La loi des finances 2018, qui a mis à mal durablement le modèle économique du logement social français en instaurant un reversement triennal des organismes de logement social à l'État de 800 millions d'euros en 2018, de 960 millions d'euros en 2019 et 1,2 milliard d'euros en 2020, prélevés sur l'aide personnalisée au logement perçue par les locataires pour un montant allant d'environ de 38 à 80 € par mois, selon la situation des allocataires. Cette mesure est appelée réduction de loyer de solidarité et vient fortement altérer et réduire les capacités financières des offices qui se retrouvent en situation d'autofinancement. Donc toutes ces mesures mettent en difficulté pérenne les locataires, les demandeurs de logement social, les organismes bailleurs sociaux. Par exemple, un organisme qui aurait 100 millions de recettes avec 20 000 logements serait amputé de 3 millions en 3 millions et 6 en 2018, 4 millions 100 en 2019 et 6 millions 7 en 2020. Donc on va doubler pratiquement en 2020. Voilà. Donc on estime à 122 le nombre au niveau national des bailleurs sociaux qui seront en difficulté financière dès 2018, donc dès début de l'année. Suite à ces mesures, l'OPAC de la Savoie sera amputé d'environ de 6 millions, même entre 6 et 7 en 2020. Il faut savoir aussi que le passage à partir du 1er janvier 2018, la TVA qui était de 5,5 est passée à 10% pour la construction, la réhabilitation et la maintenance. Une obligation de vente de 40 000 logements HLM par an pour permettre aux bailleurs sociaux de dégager de l'autofinancement. De plus, l'État appliquera une taxation de 10% de la plus-value dégagée. Donc il faut savoir que sur l'année 2017, il n'y en a eu que 8 800 de vendus sur le territoire français. La contrepartie apportée par l'État à toutes ces mesures, l'anti-logement social, réside dans l'allongement de 10 ans de la durée des prêts pour les organismes de logement social, qui est actuellement de 45 ans pour les prêts de construction et 50 ans pour ceux de la charge foncière. Et le bénéfice pour certains prêts de haut bilan, quasi prêts à taux à 0 à 20 ans. Ces mesures reportent la dette aux générations futures, de ce qu'on a vu tout à l'heure. La participation financière de l'État portée à 40 millions d'euros, déjà en régression en 2017 pour 260 millions dans le Fonds national de l'aide à la pierre, ce qui a conduit à un désengagement financier de l'État significatif. Donc les mesures de la loi Elan, donc évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui concerne notamment le regroupement des organismes de logement social pour constituer une entité sous forme de société anonyme, coopération ou autre entité. Sui generis, composé d'un patrimoine d'au moins 12 000 logements, ces regroupements risquent d'entraîner une détérioration du service rendu aux locataires par la suppression des services de proximité et un éloignement du locataire dans les centres de décision.
Donc auprès de chez nous, là, on a déjà des groupes qui sont importants et qui ne se déplacent plus déjà pour certains services, notamment sur les communes voisines. Le projet de loi finance 2019 qui annonce une participation de l'État au Fonds national de l'aide à la pierre de 0. La contemporanéité des aides au logement pour 2019 par le passage de calcul des ressources de l'année N-2 à l'année N, ce qui générera un gain de 1,2 milliard d'euros pour l'État. La décision de non-revalorisation des aides au logement, des allocations familiales et des pensions retraite qui générera un gain pour l'État estimé à 2,8 milliards d'euros. Donc, compte tenu de l'importance de ces mesures existantes et en projet pour 2019, le Conseil municipal affirme son attachement au service public du logement social dont l'État doit rester garant. Dénonce les mesures des lois de finances et de la loi Elan qui entraîneront au niveau national le démantèlement du tissu du logement social et vont aggraver l'inégalité des Français vis-à-vis du droit au logement. Appel à la prise de conscience des habitants, des associations, des professionnels, des services sociaux, des entreprises et des salariés du BTP pour s'associer à cette démarche. Merci Daniel, et puis merci de cette initiative. Moi, je n'ai pas de remarques particulières à formuler. Est-ce qu'il y a des questions? Pas spécialement. Je vais donc soumettre cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Quelques petits points complémentaires que je souhaitais évoquer avec vous. Un premier qui est un sujet d'information. Qui est la rédaction d'une charte des maires et des élus de France pour la citoyenneté européenne et l'engagement et l'implication pour les renouvellements qui arrivent du côté de l'Europe. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous envoie le lien. C'est plutôt une information que je vous donne. Je l'ai relayée aussi par la Fédération des maires. J'ai vu d'ailleurs que la rédaction de quelques médias bien inspirés, Bernard, avait déjà relayé le fait que j'étais signataire. Donc c'est formidable. Avant que le conseil municipal ne le sache, la presse bien inspirée le sait déjà. Je vous envoie, je vous fais suivre, Nathalie vous fera suivre le lien en question, ce qui vous permettra, si vous vous retrouvez dans cette rédaction qui est assez neutre, de pouvoir être vous aussi signataire pour défendre ces valeurs européennes. Le deuxième sujet que je souhaitais vous évoquer est lié au fait qu'il nous faille mettre en œuvre une commission de contrôle des listes électorales, ce qui suppose 5 membres, 3 du groupe majoritaire et 1 des 2 groupes minoritaires. Cette commission vise à éviter les doubles inscriptions et à permettre des inscriptions tout au long de l'année, ainsi que les inscriptions via Internet. L'objectif étant de simplifier la vie administrative des usagers. Voilà ce que je peux vous en dire à ce stade. Ce que je vous propose, s'agissant du groupe majoritaire, sont les candidatures de Jean-Charles Massiago, qui est souffrant ce soir et qui n'a pas pu être avec nous, de Florence Carpetta et de Marie-Christine Bermond. Et je vous invite l'un et l'autre à nous dire qui vous souhaitez avoir comme représentant. Bernard, chez vous, je pense que les choses sont à peu près... Il y a une logique chez vous, mais bon, je sais pas, après, c'est vous qui voyez. Éventuellement, je peux proposer Anira Hébert. Oui, c'est ce que je pensais, oui. Après, chez vous, Jackie? Il n'est pas là. On peut laisser en suspens. Bon, on peut laisser en suspens, mais... Alors, attendez, on va faire un truc qui est pas bien, mais on en a besoin urgemment, par contre. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on laisse en suspens ce soir, mais qu'on rédigera la délibération en considérant que vous êtes tous d'accord, quoi. Ouais, oui. Ça vous va? Ça va pour tout le monde? Vous n'attaquez pas la délibération demain, hein. C'est une désignation, bon. Donc, par contre, Jackie, tu peux nous faire savoir début de semaine prochaine? Il rentre le 1er novembre. Parfait. Début de semaine prochaine, on est presque bon. Voilà. Très
Très bien. Eh bien, on fait comme ça. Pour les autres groupes, pas de remarques, ça vous convient? Parfait. C'est bon? Dernier point que je souhaitais vous partager, c'est un sujet dont on aura l'occasion de reparler prochainement, mais qui me semblait important de vous faire partager à ce stade, puisqu'on va rentrer maintenant dans les phases d'organisation du dispositif. De longue date, il y a des attentes qui s'expriment, des souhaits qui s'expriment pour que les habitants de Moutier puissent bénéficier de conditions privilégiées pour l'accès au ski. Donc c'est un sujet sur lequel on a travaillé depuis maintenant quelques années, de manière complémentaire d'ailleurs à l'école de ski, qui est un sujet qui marche très très bien avec le CAF. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes parvenus à un accord avec la Société des Trois-Vallées. Alors on est sur un démarrage, donc on peut toujours en attendre plus, mais je considère que ce démarrage est déjà très satisfaisant, où nous allons pouvoir faire bénéficier aux habitants de notre commune d'un tarif privilégié dans le cadre de forfait journée Vallée de Courchevel. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un site, on est sur les sites de la vallée. On est sur un tarif de départ qui est à 54,50 €. La S3V consent un effort dans le cadre d'un dispositif qu'on met en place avec eux d'achat en masse, consent un effort de l'ordre de 20 €, puisque le tarif est de 34,70 €, tarif sur lequel nous, commune de Moutier, apporteront aussi un effort, ce qui est bien normal, puisque l'opérateur en apporte un, et nous allons avoir des forfaits qui seront au prix de 15 €, Vallée de Courchevel, à partir de la saison prochaine, sur l'ensemble de la saison, avec toutefois une limitation dans la semaine. Je cherche ce que je ne trouve plus de mémoire, c'est samedi, dimanche, lundi, qui sont les jours où le système fonctionnera. Ces forfaits seront en vente, et c'est pour ça que je vous dis qu'on va rentrer maintenant dans une phase d'organisation. Ces forfaits seront en vente au guichet de la mairie, et donc on est occupé de regarder maintenant comment on passe les obstacles sur cette affaire. Voilà. Et nous nous engageons sur un achat minimum de 300 titres, mais c'est un minimum. Donc voilà. Alors plus on en vendra, plus ça nous coûtera. Mais je pense que c'est un sujet sur lequel il y avait des attentes qui étaient très fortes. Et voilà une première réponse, en tous les cas, qui peut être apportée. C'est évidemment un portage par la mairie de manière exclusive avec nos services et dans le cadre de notre comptabilité. Donc c'est là où on a quelques obstacles à lever. Évidemment, il y aura un certain nombre de contrôles mis en œuvre parce que on a une facilité. L'idée, c'est pas d'en abuser, c'est de le faire dans la norme. Donc, on va rédiger un petit règlement qui précisera quelles sont les pièces à produire à la première transaction au guichet de la mairie, pour que les coups d'après, ça soit facilité, mais il est normal qu'on ait besoin de montrer, si je puis dire, patte blanche pour confirmer son statut d'habitant de Moutier, puisque c'est bien réservé aux habitants de Moutier, cette affaire. Voilà. Donc, je tenais à vous en informer à ce stade, et ça fonctionnera à compter du 22 décembre prochain, et pour la saison, c'est-à-dire jusqu'au 22 avril 2019. Voilà. Tu veux dire quelque chose ? Simplement dire que c'est une information... Allez, on va peser les mots, hein. C'est historique. Hein. On a toujours entendu parler, c'est le serpent de mer à Moutier. On avait ébréché un peu ce serpent avec le CAF, avec nos enfants, et ça grâce à la communauté de communes, de permettre à nos enfants d'aller à Courchevel. Là, c'est un beau geste, c'est un bon geste. Bon, naturellement, le conseil municipal sera saisi demain de toutes ces modalités, parce qu'il y a des tarifs à faire voter, il y a des participations à voter, il y a tout le règlement intérieur qu'il va nous falloir mettre en place. Mais néanmoins, moi, je voulais vraiment la saluer, le travail de la municipalité, en particulier du maire,
qui a pesé de tout son poids pour faire en sorte que Moutier ne soit pas l'isolé de la vallée. Bourg-Saint-Maurice bénéficie de forfaits aux arcs, M à la Plagne, Aigues-Blanches, bon voilà, nous étions les derniers des Mohicans, si j'ose dire. Aujourd'hui, en tout cas pour les communes bourg-centre, aujourd'hui ce hic est en passe d'être franchi, c'est historique pour les Moutiérains. Merci. Bon, écoutez, on a épuisé l'ordre du jour dans un délai fort raisonnable. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, pas une bonne nuit. Voilà. À très bientôt. Merci. Et non, je savais, je traînais là pour conclure parce que je savais qu'il y avait un truc qu'il fallait que je vous dise qui était important. Et oui, bien sûr, c'est que demain à midi, nous ouvrons le Pont des Ailes. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas eu cette information. Ouais, alors on avait dit dans la deuxième quinzaine d'octobre, ensuite on a dit le 31 parce que on avait quelques petites fragilités, et puis finalement les choses se sont bien terminées avec une ouverture qui est demain. Là, les essais en charge ont été faits aujourd'hui avec du stockage de camions pour éprouver le pont, et tout est conforme. Donc demain à midi, voilà, il reste quelques petites bricoles à faire demain matin. Demain à midi et quart, midi et demi, on fait cette ouverture. Et l'inauguration, retenez-le déjà, est le 10 novembre à 16h. Alors, à 16h, il y aura un temps d'information à la Maison de la coopération intercommunale qui sera suivi de l'inauguration protocolaire et d'un temps de convivialité. Et puisqu'on en est sur cette question de date, le 11 novembre, nous avons évidemment la commémoration, mais dans un format particulier compte tenu du centenaire de l'armistice, avec du coup un regroupement des communes ici à Moutier. Et si Jean-Charles était là, il aurait pu vous l'expliquer puisqu'on y a travaillé. Une commémoration qui va se faire aussi en lien avec le collège et le lycée et qui commencera à 10h30 pour ceux qui le souhaitent par une messe de la paix, suivie à 11h30 de la commémoration avec tout ce petit monde et l'harmonie naturellement comme d'habitude. Voilà. Bonne soirée.